dernier été de Patrick Pécheroux. Famille, connerie. Ces derniers mots, monsieur. Je vous les rapporte tels qu'il les a prononcés. Ils sont drôles, n'est-ce pas? Enfin, drôles. Bizarre conviendrait mieux. Pas tant à cause de ce qu'ils veulent dire. Ça, on comprend. Et puis, c'est affaire d'opinion. Non. L'étrange est qu'il soit venu à la seconde où il passait l'arme à gauche. Dans quel fin fond du ciboulot des trucs pareils peuvent nicher pour remonter à ce moment-là? Famille, connerie. On devrait préparer ses ultimes paroles, vous ne croyez pas? Les miennes, je les voudrais bien macérer dans le tonneau de mon âme. Des vérités fermentées, persillées comme une viande à jus. Les servir à la façon dont on passe un plat, ce serait une bonne manière de quitter la table. Notez, j'ai rien préparé. Si la balle qui l'a fauché avait été pour moi, je serais resté quoi? Et vous? Imaginez, une boutonnière coquelicot vient d'ouvrir votre poitrine, vos intestins glissent entre vos doigts, plus chauds qu'une longueur de boudin. À moins que la margoulette fendue en deux comme une pastèque vous fasse entrevoir ce qu'il y a dedans. Vous avez l'embarras du choix. La guerre offre tant de façons de mourir. Toujours est-il que les secondes vous sont comptées et justement, vous voilà sec. Rien à déclarer. En pareil cas, on doit s'accrocher à la première image qui passe comme à une bouée. Tenez, je ferme les yeux. Il m'en vient une. J'ai 5 ans. Pour la première fois, je vais seul aux commissions. J'ai si peur de pas me dépatouiller que je m'en répète la liste. 20 ans plus tard, mes boyaux à l'air ou mon crâne en compote. C'est peut-être ça qui sortirait. Saucisses, lentilles. Pour un dernier souffle, ça en manque. J'ai pensé qu'il en était de même pour lui. À l'ultime seconde, un repas de famille qui avait viré à l'aigre lui était revenu en renvoi. C'est l'heure de la Williamine et des cigarettes. La panse tire en avant, on a dégrafé le col de chemise, fait sauter un bouton du gilet. Rouge de bonne chair et du bordeaux rubis, on s'abandonne à la mollesse. Avec un air de confidence où passent des relents d'ail, on donne son avis, bien senti, sur la marche du pays et ceux qu'il gouverne. Il ne s'écoule pas 5 minutes avant qu'on le regrette. L'air accommodé de tambouille et de tabac Maryland, où on se coulait à son aise, est devenu plus acide qu'une méchante piquette. Ça tournera vinaigre avant peu. Quand vous aurez rajusté le gilet, la fâcherie se sera fichée en terre conquise. Elle ne lèvera plus le siège. On en a vu des familles déchirées pour 2 paroles pas même pensées. À croire que les rancœurs bouillotent sous les bonnes mines, comme la lave sous la croûte terrestre. Pas le temps de se rabibocher. Les semaines s'égrènent, l'amour-propre vous en pèse pire qu'une chemise amidonnée, et voilà, on part pour le front, tout déconfit, des regrets dans le barda qui l'alourdissent. Le tourlourou vous emporte, pas trop faro dans la capote horizon et le pantalon garance. Sur le quai, la fanfare attaque sans brémeuse, en avant-goût de ce qui vous attend. Le repas de famille, on donnerait cher pour y être encore, tant le souvenir de l'instant gâché pèse lourd sur l'estomac. Connerie, on se dit en y repensant, rivé à la fenêtre du wagon tandis que défilent des prés, des gares et des passages à niveau.
Ce sera bientôt à nous de défiler. Godillot aux pieds, l'allure d'un percheron mal ferré et la couvrante réglementaire roulée sur le fourniment. Le chasse-peau vous bat les flancs, le bidon vous brinque-balle au cul. On avance en bête de somme bien résignés. Les vive la France, ils passeront pas, Bismarck à Berlin. On les a braillés, nous aussi, en cet hiver de 70. On n'est pas différents des autres. Et quand on nous cherche, on nous trouve. Mais jamais on n'a pu se défaire du vilain souvenir d'une réunion de famille foutue par terre, ni d'une ou deux piques envoyées du haut de sa petite fierté avec le méchant espoir qu'elle ferait mouche. J'ai longtemps pensé que son famille connerie était un gros regret crevant dans son dernier soupir. C'était son genre, vous le connaissez, indélicat, le cuir pas tanné, la tendresse d'une chair jeune. Il tombe les premiers, ceux-là. Trop doux pour la vacherie, la mitraille y entre sans forcer. Du beurre. Pour son baptême du feu, le petit lieutenant avait décroché le gros lot. Beaune-la-Rolande, près de Montargis. Un trou perdu censé bloquer l'avance prussienne. On y voyait gouttes sous le ciel noir, chargé du fer cracher des canons à travers le brouillard poisseux. On devait prendre le cimetière que tenaient les Pruscos. Le 3e zouave y est monté, le lieutenant dans le lot. À la rivière, j'ai cru que l'air charriait de l'acier. Une grêle serrée, soufflait des flingots alignés sur l'autre rive. Quand le brouillard s'est déchiré, la Rolande coulait rouge. Elle n'est pas large à cet endroit, un rue. Mais avec les filets de sang qui suivaient son cours, les culottes des zouaves y faisaient de gros nénuphars écarlates. Vermillon, il aurait dit. On l'a tiré à couvert, du plomb dans le corps. Le ventre, c'est moche. Il était là à nous regarder avec ses yeux qui ne verraient plus les couleurs. Bon sang. Il les aimait, les couleurs. J'étais loin de me douter. Ça faisait une grande pitié de le voir partir. Il n'a pas eu le temps de beaucoup souffrir. La douleur ne s'était pas encore réveillée quand il a passé. Vaut mieux. Le ventre, c'est vraiment moche. Il a donné sa bague à je sais plus qui pour la remettre à son père. Mais il a eu ce hochement de tête qu'on a parfois quand on se résigne. C'est là qu'il a murmuré, ses yeux dans les miens. Famille. Connerie. Je savais pas encore. Cinq jours a duré son voyage de retour. 5 jours de charrette mortuaire. On pense à l'Ankou. Vous connaissez pas? Un homme comme vous, avec de l'instruction? Comme quoi? L'Ankou, au pays breton, c'est l'ouvrier de la mort. Il vient chercher ceux qu'elle va faucher. Malheur à qui entend grincer sa carriole. Sornette, bien sûr. Fable pour cutéreux et vieille à coiffe. Tout de même, à le voir partir dans le tombereau, l'image vous venait. Mais ta vie qu'on en garde développées en mémoire comme dans un album d'écolier. En grandissant, on les oublie. Jusqu'au jour où on remet la main dessus, jauni, le papier craquant, les couleurs délavées. Mais une fois l'album ouvert, des bouffées du passé pareilles à des sachets de lavande dans une armoire.
Quand son père est venu récupérer le lieutenant, j'étais remonté en ligne. J'y ai souvent songé au vieux et à son calvaire. Son fils, il avait fallu le déterrer d'une fosse où pourrissaient des cadavres. Les vers avaient entamé leur besogne. Ce qui grouille là-dedans. Vous pourriez en fabriquer une scène bien sentie. Naturaliste, comme on dit. Malgré l'état dans lequel on l'a remonté, son paternel l'a reconnu. La voix du sang. Là où on se trouvait, elle gueulait de tous les côtés. Je l'entends encore, moi, au plus clair de mes nuits, qui, depuis, sont souvent blanches. Mais la guerre se fout bien de tout. Des humains comme des bêtes. Plus un cheval dans le pays qui ne soit devenu soldat, réquisitionné. Faute de gaille, c'est dans une carriole à bras que l'ancien a charroyé le lieutenant jusqu'à la gare d'Issoudun. 5 jours durant. Vous voyez la scène? Vous qui trempez votre plume dans l'encre noire. Peut-être ne l'auriez-vous seulement pas mise dans un bouquin. Une fois redescendu du casse-pipe, je l'ai senti peser dans ma poche. Sa bague. Le je ne sais plus qui, c'était moi. La chevalière du lieutenant, je l'avais un peu estourbie. Je me suis juré que si je m'en sortais, j'irais droit la porter à son père. Même cul-de-jatte, j'y serais allé. Sur mes moignons, dans une caisse à savon, un fer à repasser dans chaque main pour m'aider à crapahuter. Puis l'eau a coulé sous les ponts. La défaite consommée, de ce qui restait de ma compagnie, je me suis débandé aux abords de Paris. Le printemps revenait. La vue d'un bourgeon adoucit tant de choses. Il vous vient des langueurs. On croit cautériser ses plaies au rayon d'un premier soleil. Et Paris, ce mars-là, était une clarté après les jours terribles. Les merles moqueurs seront tous en fête, chantait l'autre. Ils l'étaient. Leur babil vous lavait l'âme. Vous avez déjà été malade, sûrement. Bien malade, je veux dire. Vous connaissez ce sentiment quand la fièvre tombée vous laisse la tête fraîche. Chancelant, faible encore, mais avec l'infini soulagement de la guérison. La pensée de la rechute ne vous effleure pas. Seul compte l'instant, le corps qui se dénoue. C'était ça, Paris, en ce printemps succédant au siège. Un grand corps qui s'ébroue et s'étonne de se sentir vivant. Leur commune, pour parler vrai, je m'en foutais. Quand on a vu la terre grosse de charogne et la mort traîner ses hardes, le goût du sucré vous passe. Les jolis mots plantés sur les grandes idées ne seront jamais que des sucettes de foire. Une fois léchés, ne reste que le bâton. On le sait, pourtant on marche, comme tout le monde, zèle en moins. C'est la différence, ça, le zèle. Sans lui, on marche, mais à côté. C'est ainsi que je me suis baladé, clopin clopant, siffler une chopine au pied d'une barricade quand la soirée s'étire, et que le monde bagnaude, son petit théâtre de marionnettes en gentil spectacle, c'est tout de même bon. Je m'étais passé au doigt la bague du lieutenant. Elle avait belle allure, pas militaire pour un sou. Une grosse bague bohémienne, sombre de pierre et le chaton orné. Un bijou à vous donner des idées d'horizon. C'est Alix qui a levé le nez dessus. Jules Alix. Vous l'avez connu? Non? Encore une chose qui m'étonne. Un curieux, celui-là, piqué de spiritisme. C'est lui qui a initié Hugo. Oui, Victor. Mais vous n'êtes pas du bois dont on fait les tables tournantes, n'est-ce pas? Alix, sa marotte, ne l'avait pas empêché d'être élu à la commune. C'est tout dire. Pardon? C'est tout dire? D'une certaine façon, oui. Mettons que c'est tout dire, et n'en parlons plus. Vous n'avez pas été tendre avec la commune, hein? Allez, il y a prescription et Alix a quitté Charenton. Vous devriez écrire un livre sur Charenton.
Les maisons de fous en raconteraient sur le genre humain. La bague, j'y reviens. Quand il la voit, Alix roule ses yeux de matin en quête d'un quignon. Ça l'intéresse. Et plus encore de savoir où je l'ai déniché. Je connais ses lubies, je suis pas déçu. La chevalière du lieutenant serait taillée pour la bonne aventure. Les romanichels qui lisent dans les mains en portent de semblables. Les marques sur le chaton que j'avais pris pour des étoiles sont le signe de la fatalité. La fatalité, ça donne à réfléchir. Bien sûr, elle n'est pas votre genre. Hugo, en revanche, ses dessins bizarres, ses causettes avec les esprits, il était fou depuis 30 ans. J'ai lu ça quelque part. Mais vous, la science vous accompagne. Toujours est-il que la fatalité, je ne m'en sentais pas de la garder pour moi. J'ai jamais failli à une bonne action. Les Versaillais entraient dans Paris, j'en suis sorti. La promesse à un mourant est sacrée et j'ai le sens du devoir. J'ai franchi la barrière de Montrouge à la nuit. Pas besoin de fanal, la ville brûlait. Les murs badigeonnaient au pétrole, la folie furieuse, on aura dégoisé là-dessus. Les mêmes qui torchonnaient dans les journaux jureront admirable l'incendie de Carthage ou de Sparte dans leurs manuels de grec et de latin. Il faut être antique pour mériter. La toge romaine pose son incendiaire, les jupons en font une pétroleuse. Bref, mon devoir et moi, on a laissé Paris à la poudre. Pour l'avoir reniflé tout mon sou, je ne la prise plus que d'escampette. Pour gagner Montpellier, d'où le lieutenant était natif, je me suis fait cheminot. La parole à un mourant oblige au sacrifice. Le prix de celui-là, je l'ai mis sur l'ardoise des comptes qui font les bons amis. La patience est une qualité, et je n'en suis pas dépourvu. La saison était belle. Un printemps pressé de se changer en été, comme on peut l'être d'enfiler du linge propre. Le vert tendre des feuilles, l'herbe des talus, les sous-bois, les trouées de lumière dans la ramure nouvelle. De la belle peinture, vos amis l'auraient apprécié. La route est longue, comme eux j'ai fait des déjeuners sur l'herbe. Manquait la nappe blanche et la femme du tableau. Celui de Manet, vous vous souvenez? Quelle pute se dirent les gens à cette époque. C'est de vous ça, dans vos articles sur l'art. Le Manet, il n'y était pas allé avec le dos de la palette. Une belle femme bien ronde et bien nue, entre deux types tout habillés. Le lieutenant, l'herbe, c'est dans les narines qu'elle lui pousse désormais. Quelle misère. Il était si élégant sur le tableau. Enfin, l'autre. Ah, celui-là est de Monet. Manet, Monet, on n'a pas idée, à un poil de pinceau près, de s'appeler tout comme, de peindre le même sujet et de l'appeler pareil. Je serai jamais comme vous. Fin, éclairé. Mais je sais reconnaître mon lieutenant quand je le vois sur une toile. Il aurait peut-être préféré poser avec la pute, tant qu'à faire la dînette en forêt. Allez, je plaisante. Pensez, un parpaillot comme lui, on les dit pincés, ces gars-là. Raide comme un sermon. D'ailleurs, il sourit pas beaucoup sur le Monet. Personne ne rigole. La nature, le vin frais, le gazouillis des petits oiseaux, le parfum des belles épicées de sueur légère devraient porter au contentement. Je vous en fiche. Le lieutenant n'a même pas dégrafé un bouton de son costume de ville. Notez qu'ils n'ont pas encore entamé leur encas. On en reparlera quand ils en seront à la digestion. J'aurais aimé y jeter un œil, moi, à l'après-collation. La rougeur des visages,
la moiteur des peaux, la lueur dans la prunelle des dames. Mais c'est plutôt Bruegel, ça. Vous voyez, grâce à vous, je me suis élevé. À l'époque, j'ignorais qu'il peignait, mon officier. Qu'il peignait vraiment. Je savais même pas qu'on pouvait gagner sa vie avec un pinceau ailleurs que sur une échelle. On prétend les rapins traits de misère, surtout les jeunes. Pas encore au chaud à l'académie, comme dans une robe de chambre. Lui, il avait du bien. On le reniflait à ses manières et à ses galons. On ne les coupe pas avec du gros fil, même chez les zouaves. Il y détonnait, le lieutenant. Le troisième zouzou compte peu d'enfants de cœur. La culotte bouffante leur sied mal. Moi? Oh. Moi, un mauvais numéro tiré au sort avait fait de moi un fantassin. Le soir même, j'assommais l'officier de mairie que je soupçonnais d'avoir chamboulé le hasard. J'ai écopé des régiments d'Afrique. C'est là que j'ai connu le lieutenant. J'ai appris que les basiles faisaient du vin, que leur terre en donnait du bon, et, brave fille, en quantité, qu'une vendange en appelle une autre, et que les vignes s'agrandissent quand le soleil sourit. Tout ça avait produit des bourgeois bien respectables, terriens, sains d'idées, le cœur à l'avenant, fidèles aux hommes et à Dieu, quoique portés sur la réforme. De bons protestants, rugueux et solides, comme le Midi en a nourri après les avoir dragonnés. Avec son père sénateur, mon petit officier aurait pu passer au travers des filets militaires. Il a fallu qu'il s'engage. Et dans la coloniale. Une mauvaise guêpe leur a piqué. Le plus beau est qu'il n'aimait pas la guerre. Vous comprenez, vous? Vous devez, qu'avez essayé d'en faire autant, avec moins de chance. Tu es un imbécile si tu prends cet engagement. 3 fois merde, archibrute. On l'a trouvée sur lui, cette lettre. Le lieutenant l'aimait bien. Il y voyait de l'affection. Elle est d'un de ses amis, Renoir Auguste. Imbécile, archibrute. Une lettre impressionniste, en somme. Bigre, il en fait un plat chez vous. Mes dents est pourtant loin du midi. Quel été. J'ai plus de salive. La bouche pierreuse, la langue gonflée. Souvenir d'Afrique, monsieur. Mauvais souvenir. Beau pays, mais pas pour la manœuvre. L'exercice ne gagne rien au plein soleil. Le clairon chauffé à blanc est un casse-tête. Il vous perce le crâne comme la pioche un caillou. Avec ça, le sang qui bat le tambour à vos tempes et le gosier plus sec qu'un puits. Je refuserai pas un verre de ce que vous auriez. Merci. C'est gentil ici. C'est d'un bon rapport, les livres. Plus que la peinture. Je sais pas si j'aurai le talent, moi. Pensez-vous que je devrais essayer? Ce que j'ai vu vous étonnerait si je le couchais sur le papier. Notez que, dans mon cas, ce ne serait pas à proprement parler un roman. Du vécu, plutôt. Comment dire, un témoignage? C'est un genre littéraire, ça, le témoignage.
Le mot est approprié. Un témoignage sur les vérités cachées, les trompe-l'œil. Non, un trompe-l'œil vous fait croire à la réalité. La porte qu'il vous donne à voir est si vraie qu'on ne demande qu'à l'ouvrir. Ce serait se casser le nez. Elle n'existe pas. C'est du perlimpinpin. Pour ce qui est de notre affaire, il s'agit d'autre chose. Je ne vous montre pas ce qui ressemble en tout point à une porte, mais ce qui donne envie de lorgner derrière. Vous me suivez? Non? Laissons les portes alors, puisqu'il vous les faut ouvertes ou fermées. Disposez-vous d'un jeu de cartes? Bien sûr. Vos soirées ne sont pas qu'écriture, et les cartes en racontent parfois autant qu'un roman. Je les dispose. Observons-les. Alors? Vous ne voyez pas? Fichtre. Comment les regardez-vous? Comme un jeu de cartes, évidemment. Elle vous évoque une partie de whist ou d'écarté, une soirée près de l'âtre, un trio d'amis qui fait la compagnie. Bien. À présent, songez que vous cherchez à y lire l'avenir. Ainsi, selon le regard que vous leur portez, les cartes vous parlent différemment. Ce sont pourtant les mêmes. Voici votre curiosité en éveil. Elle se mêle d'un soupçon d'inquiétude. Ne niez pas. Un soupçon. Le terme semble correct. Celui d'inquiétude est-il trop fort? Je vous laisse en trouver un meilleur. Car enfin, l'homme de lettres, c'est vous. Du reste, je lis en vous comme dans un livre. Qui est cet individu? Que cherche-t-il? Tout ceci n'est-il pas prétexte à mauvais coup? Ne protestez pas. Vous venez de le penser. Très exactement quand votre regard s'est posé sur le cordon. Ne le tirez pas. Sonner serait inutile. Nous sommes jeudi, le jardinier a son congé, et Jeanne, votre cuisinière, est au marché. Allons. Je ne vous veux aucun mal. Au contraire. Versez-nous à boire, voulez-vous? La bouche sèche. L'Afrique vous ensable la vie quand on y a tourné en rond. L'arme sur l'épaule droite. Un, deux, gauche. Marche, gauche. Jolie musique. Tout en cuivre et en peau de tambour. Permettez que je me resserve, parler n'arrange rien. C'est que je suis un silencieux, moi. Elle est là, ma nature profonde, toute d'écoute et d'attention. Vous peinez à le croire, je ne cesse de jaser. C'est le propre du silencieux. Les mots contenus montent en crue dans son fort intérieur, le niveau grimpe comme celui d'une rivière souterraine, impossible à contenir. C'est puissant, les mots, vous en connaissez un rayon. Je me demande comment vous leur commandez. Aussi bien, il vous faut les dompter. Ici, couché, debout, au pied, à la ligne, point. Dompteur de mots.
C'est un métier. Vous vous impatientez. Vos yeux et la pendule. Tic, tac, tic, tac. À moins que vous n'estimiez le temps nécessaire à Jeanne pour finir son marché. Ne devrait-elle pas être rentrée? À cette heure, on remballe. Jeanne est économe. Sans doute a-t-elle attendu le dernier carat pour achever ses emplettes. Les prix y sont souvent baissés. Brave Jeanne. Entre tous vos amis, elle appréciait le lieutenant, n'est-ce pas? Belle manière, beau linge, beau geste. Rien de pesant. Et cet air de chercher la lumière. Au jardin, ici dans la maison, par les claires-voies d'un volet ou filtrant d'un rideau. C'est le noir qui l'a trouvé. C'est une couleur, ça, le noir? On a prétendu que non. De toute façon, il n'en a plus conscience. J'ai du mal à imaginer, moi. Pour vous, ce doit être plus facile. Quoiqu'à vous considérer, je ne suis pas loin de penser le contraire. Vous saisissez toujours pas la raison de ma présence? Je ne vous l'ai pas révélé, c'est vrai. Mais quoi? Je serais déçu de tout devoir vous mâcher. Savez-vous constamment où vous conduisent vos personnages? Au commencement était le verbe. Soit. Mais après, quand le souffle est passé sur vos petits bonshommes, il leur arrive bien de marcher tout seul. Vous n'avez pas la prétention d'être plus Dieu que Dieu. Remarquez, votre maison, ses bustes, ses ailes rapportées comme des chapelles à votre gloire, l'effet est un peu encensoir. Ben alors, je vous agace maintenant. Ne sourcillez pas. Vous êtes un livre, vous dis-je. Mais c'est un compliment. Vraiment. Sans flagornerie. Les vôtres me plaisent à moi. Pour ce que j'en ai lu, bien sûr. Je suis pas un grand lecteur. Vous l'aviez deviné. À ma mine, parbleu. L'allure fait l'homme. Vous êtes perspicace. Où en étais-je? Les portes, ouvertes ou fermées, les cartes. Je suis parti un peu loin, à courir les routes, on emprunte des chemins de traverse. Ils serpentent parfois plus que de raison. Je m'y retrouve toujours. Nous parlions du regard qu'on porte aux choses et qui les fait changer. Prenons les tableaux. Votre Manet, avec ses meules et ses cathédrales. Manet. Plaît-il? Monet. Décidément, je m'y ferai jamais. Monet, donc. Son œil, selon la lumière du moment, fait d'un même sujet une toile différente. Savez-vous qu'un oiseau peindrait d'autres couleurs? Oui, un oiseau. Sacrebleu. S'il me plaît à moi d'inventer un oiseau peintre, il existe bien des oiseaux lyres. Un piaf, même aussi terne qu'un moineau, brosserait une toile infiniment plus riche en nuances que toutes celles de vos amis. Eh bien, pour la seule raison que les oiseaux ont dans l'œil 1000 fois plus de ces minuscules bâtonnets sensibles aux couleurs que nous n'en aurons jamais. Et ça, c'est scientifique.
Alors, monsieur, souffrez qu'un traîneux, comme je le suis, aussi couvert de poussière des routes qu'un de ces osios auxquels vous ne daignez le droit de peindre, ait pu voir dans une toile du lieutenant ce que personne n'y a décelé et qui n'est pas sans rapport avec sa mort. Pour ne parler que de la sienne. Pardonnez mon emportement. L'Afrique vous marque la cervelle au fer rouge. Une peinture violente. De la plaque cramoisie. J'en viens au fait. Quand je suis arrivé à Montpellier, le soir tombait. Un beau soir qui dorait la pierre toute tiède encore du jour. Je suis passé par le cimetière. La lumière ambrée s'accorde aux tombes. De ce côté-là, ils l'ont gâté, le lieutenant. Sépulture majestueuse. La sculpture est criante de vérité. La femme en pleurs, son rameau d'olivier. La jeunesse, ça s'appelle. Le lieutenant, ils l'ont installé au-dessus. Frédéric Basile, 1841-1870. Ça lui ressemble trait pour trait. Pourtant, il lui manque quelque chose. Ses bras, d'abord. Pour un buste, c'est logique. Sauf que la femme paraît tendre son rameau à un homme tronc. On voudrait lui dire de ne pas insister, mais elle est trop à sa douleur pour piger l'astuce. Le plus embêtant là-dedans, c'est l'absence de vie. On est dans un cimetière, soit. Il n'empêche, le lieutenant, ils sont passés à côté. Peut-être qu'ils voyaient pas ces tableaux comme je les vois. Parce que je les ai regardés. À m'en user la rétine et tous ces petits bâtonnets déjà 1000 fois moins nombreux que ceux d'un moineau, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, l'inscription dans le marbre, c'est un honneur de mourir pour sa patrie. Les braves gens qui ont trouvé ça sont bien bons d'avoir laissé l'honneur aux autres. Moi, je l'aurais vu autrement, la tombe. Avec un je ne sais quoi d'une idée de lumière. Je n'irai pas jusqu'au déjeuner sur l'herbe. Quoique. Mais l'heure tourne et je n'en ai pas fini. Me voici Amérique, devant la demeure familiale. Bien bourgeoise, de l'ampleur, l'aisance sans tape à l'œil. On se dit qu'elle appartient à d'honnêtes citoyens qui ont réussi sans en faire un tintouin. Le larbin m'entr'ouvre, toutou fidèle, homme à tout faire, blanchi sous le collier, qui jamais ne rechignera et qu'on finit par considérer un peu plus haut que son cul. Il vous plairait. Le soir aussi, vous aurez plu, propice au parfum sur la terrasse. Une soirée à citronnade sous les lauriers roses. Quand j'ai eu dit que j'avais assisté le lieutenant dans ces derniers instants, Azor a filé quérir son maître. Pas été long à rappliquer. Sec, long, haut sur jambes, le visage taillé au sécateur, la main ferme quand il serre la vôtre, comme un souvenir d'outil qui lui serait resté. Il ne m'a appelé ni mon brave, ni mon ami, ni rien de condescendant. Que j'ai été à Beaune-la-Rolande lui suffisait. J'ai raconté l'assaut, le courage du lieutenant, sa façon de franchir la rivière sans barguigner, bien droit devant, et celle qu'il avait eue de passer sans une plainte. Ça lui réchauffait le cœur au papa. Son fils, il le revoyait bien vivant. Il avait eu raison de le laisser suivre sa voie et larguer la faculté pour le chevalet.
Son Frédéric, je lui donnais une autre sépulture que celle du cimetière. J'y mettais de la mousse et des frondaisons pour qu'il repose tranquille dessous, comme sous ses draps d'enfant. Je lâchais un mon lieutenant de ci de là pour faire bonne mesure. Et le vieux s'attendrissait. Son gamin si délicat avait su se faire aimer de carne comme moi, bien roué. Ça lui mettait du baume au cœur. J'en oubliais la bague. Emporté par mon histoire, j'avais presque perdu l'idée d'en tirer un boni. Quand je les ai vus, ils me fixaient, figés, sévères. Ils m'agrippaient comme 10 poignes au collet. La famille, monsieur. La famille. Dans son cadre. Elle était devant moi. Fameux tableau que celui-là. Réunion de famille, il s'intitule. Mais vous savez mieux que moi. Les personnages sont groupés sur une terrasse dans l'ombre d'un arbre. Chaque physionomie est étudiée avec un soin extrême, chaque figure a l'allure qui lui est propre. C'est encore de vous, ça. Vraiment? C'est ce que vous voyez? Un portrait de famille qui témoigne d'un amour vif de la vérité. Sauf votre respect, vous êtes myope, d'accord, mais je vous pensais plus clairvoyant. Amour de la vérité. Si je domptais les mots comme vous, monsieur, j'aurais tout dit, sauf ça. Rien d'autre ne vous touche? Laissez la lumière, le lieutenant savait la capter comme pas un, c'est entendu. Ne vous faites pas berner. L'arbre, son ombre bienfaisante, oubliez-les aussi. La belle après-midi, le bonheur tranquille, gommez tout. Concentrez-vous sur les personnages. Chaque physionomie est étudiée avec un soin extrême. Bon Dieu, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi leur gravité? Nécessité de la pose? Dignité de bourgeois? Rêvasserie bienséante? Foutaise? Que fixent-ils tous hors du cadre? Le peintre? Non, il figure sur le motif lui aussi. Si représenté est courant, merci. Ce travail-là est d'une autre facture. Entrez dedans. Rejoignez les personnages. Voyez, ces trois-là, dont le regard diverge à peine, ils semblent gênés. Bigley le paternel, et la femme, assise au premier plan de dos, qui se retourne pour faire front. Quelque chose ou quelqu'un a interrompu la réunion de famille. Pensez aux derniers mots du lieutenant. C'est cette journée qu'il a revue à l'instant de sa mort. Un drame s'est joué là, monsieur. Il se joue encore, dans le grand silence de la toile. Vous avez remarqué? On n'y entend pas un son. Certains tableaux sont des symphonies, d'autres des concertos, d'autres encore des préludes ou des nocturnes, pour ne pas parler des requiems ou des marches militaires. Celui-là est muet. Aucun bruissement de feuilles, nul souffle de vent, les grillons eux-mêmes se taisent. Rien. Un drame, vous dis-je. Ah, je vous ai effrayé. Si, je vous ai effrayé. Enfin, soyez beaux joueurs, vous avez sursauté. Ce n'était guère malin de ma part, mais on ne tient pas tous les jours quelqu'un comme vous en haleine. Ne pincez pas ainsi votre lorgnon, je vous tenais en haleine. Vous dites? Non? Ah, voilà qui est trop fort.
useriez-vous de la mauvaise foi? À moins que... C'est cela. Vous ne pouvez accepter qu'un va-nu-pied ait vu ce que vous n'aviez pas remarqué malgré votre génie plein d'encre et vos mots chiens savants. Eh bien, monsieur des belles lettres, moi qui n'en ai aucune, je peux vous apprendre ce qu'est le silence de ce tableau. C'est un silence de mort. Le jour avance. Jeanne aura rendu visite en chemin. À moins qu'elle n'ait rencontré quelques marchandes de paniers comme il en passe en cette saison. Ces filles sont expertes dans l'art de vous harponner. Vous croyez Jeanne trop avisée pour leur servir de dupe? Vous avez raison. Sa tête est solidement arrimée sur ses épaules. Si un mot venait pourtant à l'ébranler, un mot jeté comme un sort, vous jureriez qu'elle n'y succomberait pas? Je connais de beaux esprits qui n'en sont pas revenus. Encore une fois, larguez la science. Le monde ne s'y résume pas plus que les couleurs à ce que votre œil perçoit. Laissez-moi compter la suite. Touchant Stiquet, je reluquais le tableau. Le vieux m'observait. Il est de Frédéric. Entendre le prénom de son officier est étrange. On oublie qu'ils en sont pourvus. C'est idiot, je l'avoue. Sur les fonds baptismaux, on ne les affuble pas d'un grade. Mais bref, que je sois sensible à la peinture, le vieux paraissait ému. Le soupçon a déboulé sans crier gare. Et si j'allais barboter, ça barbouille. Stupide, j'ignore même si ça peut se vendre et je serais en peine de dire à qui. Je ne pipais pas. Eh bien, mon ami, il a fait. Ça m'a dessillé. Mon ami tombait comme un masque, comme un pourboire ou un gant que votre binette ne mériterait pas de recevoir. C'est selon, mais jeté de haut. Le vieux n'y mettait nulle offense. Ça pince parfois plus fort. Du coup, j'ai renoncé à emmailloter le bébé. J'ai demandé ce qu'ils regardaient tous et ce qui avait troublé leur sauterie. Il est resté interdit comme devant un cabot dont le flair vous étonne. Je songeais même plus à la récompense. En chair et en os, le vieux semblait aussi gêné que son image dans le cadre. Il vous prend, ce tableau, monsieur. Il vous aspire et vous tient prisonnier. Hop, vous voilà dans la scène. Invisible à d'autres yeux que les leurs qui vous épinglent comme un papillon. Pourquoi regardez-vous ainsi sur la toile? J'ai insisté. Il le fallait, c'est plus fort que soi quand on pressent. Il a blêmi. Vous le savez, il a murmuré. Vous portez la bague. Je fréquente assez les tripots pour donner les cartes à bon escient. Quand vous n'avez pas de jeu, faites comme si. Vous en tirerez de quoi relancer. J'aimerais l'entendre de votre bouche. J'ai allongé au flanc. S'en tenir aux vagues, c'est la recette. Votre interlocuteur vous croira avisé, il lâchera tout ce qu'il sait lui-même. Et s'il pense que vous vous trompez, il se fera fort de rectifier. Vous n'aurez qu'à suivre, vous raflerez la mise, même en absence d'atout. Cette fois, vous avez oublié Jeanne. La curiosité l'emporte sur l'inquiétude, à moins que la vexation. Le mot est laid. Vous préférez humiliation? Je le juge exagéré, mais après tout.
Écrire que chaque physionomie est étudiée avec un soin extrême, et ne pas voir que la gêne y est peinte comme le nez au milieu des figures. Avoir raté le coche à ce point, il y a peut-être matière à être humilié. Vous le discernez mieux maintenant? Août s'achève, l'après-midi s'étire. On est venu faire gracieuse mine en famille, et l'envie y était. Rien de trop là-dedans. Le plaisir partagé comme le pain ou une grappe de ce raisin gorgé du soleil de la vigne. On attendait la bonne lenteur, le temps bellement suspendu. On se voulait petit lézard sur la pierre chaude, élégant tout de même et délicat, subtil. Nuages de thé, de tabac léger, senteur florale, touche du pinceau sur la toile en lumière déposée. Vlan. Elle est arrivée et le tableau a changé. Eh oui, il s'agit d'une L, comme il en pose aux ateliers d'artistes, peintes à ravir et à chavirer les cœurs, remisée aussi sec avec les huiles et les pigments. Celle-ci n'avait pas les manières, elle a gâté la fête. Il pèse ses regards sur elle, du plomb, et plus encore. Elle était belle et ne demandait rien, surtout pas la prison dorée d'un tableau. Elle s'y est prêtée pourtant, comme on s'offre, et plutôt 2 fois qu'une. Terrasse Amérique, la robe rose, c'est encore elle. Parce que le lieutenant savait le secret des couleurs et que ses mains les dérobaient. C'est un grand cadeau que vous en vêtir sous le balancement d'un pain ou la caresse d'une fin de jour. Sans voir chasser, même d'un regard, vous fait tomber de haut. Un modèle peut resplendir sous les doigts d'un artiste, il ne sera jamais qu'un accessoire, une toquade au mieux, et son affaire faite, un petit souvenir, qu'il ne se mette pas autre chose en tête. Pensez qu'un de vos béguins de papier se pique de débouler une fois écrit le mot fin, écrit dans un de vos bouquins. Il y aurait de quoi chanstiquer les convenances. On ne trouble pas ainsi une réunion de famille. S'y croire admise, sincèrement. Fallait-il qu'elle soit toquée, sans plus d'esprit que de tenue. Les malédictions sont souvent des cris de douleur. J'en ai entendu sur les charniers qui vous glaceraient les sangs. Tournez ça comme vous voulez. Moi, je n'ai pas les mots, et je m'en moque. Le fait est que, ce jour-là, la fille l'a maudit. Sans pudeur ni honte, avec ce qu'il faut d'échevelé et de crachats. Mais si cela avait pu changer quoi que ce soit, le vieux aurait tout donné pour la faire revenir. Vigne, maison, rang, et le Saint-Frusquin qui marche avec. Parce qu'à dater de ce jour, son Frédéric n'a plus jamais été le même. Pareil au meule de votre monnaie, dans un sens. Identique, mais différent. Si je vous disais que les zouaves, la jugulaire et le tralala étaient manière d'aller chercher ce qu'elle lui avait promis ce jour-là. Sa faim, monsieur. Rien que ça. Sa faim. Et si je vous apprenais l'heure de la vôtre? Vous me croyez fou? Mûr pour Charenton, avec Alix et ses lubies. Vision, Berlu et Troulalaïtou. En attendant, Jeanne n'est toujours pas là. Nous sommes seuls dans cette grande maison emplie de joujoux,
dont aucun ne vous suivra dans la tombe. Difficile de me jeter dehors, pourtant. Ça n'a rien à voir avec le courage, vous n'en manquez pas. La raison est, n'en déplaise à votre jugement si cartésien, que vous brûlez d'envie d'entendre la suite. Ne prétendez pas le contraire. Déjà, vous ne regarderez plus cette réunion de famille de la même façon. Que je vous ai servi un conte n'y changerait rien. L'amour vif de la vérité a du plomb dans l'aile, puisqu'on peut lui faire dire l'exact opposé. Ainsi, peut-être ne suis-je jamais allé à Amérique. Peut-être n'ai-je jamais rencontré le père du lieutenant. Peut-être n'ai-je même pas servi sous ses ordres. Le soleil d'Afrique, monsieur. Le soleil d'Afrique vous brûle la jugeote comme il vous rôtit la couenne. Si je vous disais que le lieutenant s'est collé dans sa toile pour la seule raison qu'il estimait ne pas valoir plus cher que les autres, que le souvenir d'une fille humiliée l'écorchait comme une couronne d'épines, que ce souvenir l'a poussé à laisser ses couleurs solaires pour celles bien gueulardes d'une armée peinturlurée façon vilaine croûte, et qu'une balle dans le ventre lui a tout fait regretter à la fois. Famille, dimanche, terrasse, douceur perdue, et par là-dessus, une amoureuse, reniée d'un silence. Vous n'aviez rien deviné, et vous prétendez ausculter le monde. C'est à pleurer. Que lorgnez-vous? Le manche de mon couteau dans ma ceinture? Les apparences, à nouveau. Mais si j'avais saigné Jeanne? Oui, dans le chemin creux qui serpente passer le champ des Guerouettes, celui qu'on emprunte pour gagner la route à la sortie de Médan. Pourquoi l'aurais-je tué? Est-ce que je sais? Son caraco jurait dans le soleil, le blanc de ses jupons qui dépassent m'agaçait l'œil. Un détail disgracieux en tout cas. Il vous empoisonne. Autant les effacer comme un défaut sur une esquisse. Je peins, moi aussi. Au couteau, monsieur. Au couteau. Des sanguines. Alors, cette bague, combien m'en donnez-vous? Vous voyez bien que je l'ai gardée puisqu'elle est dans ma main. Vraiment, vous me surprenez. Votre myopie ne peut pas tout expliquer. Quoi? Vous auriez voulu que je la laisse à un pauvre vieux bourrelé de remords? Pas un jour il ne se reproche son dédain pour cette fille. Non qu'elle lui tienne à cœur. Mais son Frédéric, son Frédéric. Alors la bague, quel message y aurait-il lu, hein? L'affection d'un fils à ses derniers instants? Pardi non, le bijou venait d'elle. Il y aurait vu un rappel du mauvais rôle qu'il s'attribue. Un fer de plus dans sa plaie. L'affaire était flambée. Autant conserver le jonc. Combien, selon vous, cette méchante bagouze? Elle n'est pas vilaine. La pierre est sans grande valeur, je vous l'accorde. Le nix est un caillou répandu, mais le travail de l'orfèvre vaut la fantaisie. Et pour le prix, vous emportez la fatalité. Libre à vous d'en faire ce que vous voudrez. La fatalité, les signes sur le chaton, rappelez-vous. Romanichel, comme la fille. J'ai pas précisé qu'elle était un peu bohémienne? Non. Vous êtes certain? Oui. Faites des excuses. Au demeurant, quelle importance? Vous n'avez cure des superstitions. Achetez la bague en souvenir si vous ne daignez pas conjurer le sort. Sans compter qu'au final, vous le conjurerez bien un peu. On n'en saura rien. Vos certitudes n'en pâtiront pas. Vous n'aurez pas failli. Pour le prix, vous aurez simplement acheté la paix de mon surin. Il restera où il est. Je repars, et vous dormez tranquille.
Vous êtes incorrigible. La raison vous aveugle comme la crédulité embobine une bigote. Vous craignez de vendre votre âme en m'achetant ce bijou. Votre belle âme, bien trempée au bain du rationnel et du tangible. Allons, ce n'est pas à votre âme que j'en veux. Je ne suis pas le diable. Du reste, vous n'y croyez pas. Ce qui se joue entre vous et moi, monsieur, c'est votre vie. Abouler la monnaie, comme à une table de jeu, si vous préférez. Rien de plus. Je ne suis pas gourmand. Votre vie, je vous la laisse pour 3 fois rien. Ne faites pas la grimace pour ce 3 fois rien. Votre vie est précieuse. Si elle venait à vous quitter, vous nous manqueriez? Oui, nous. Je me compte parmi vos lecteurs, je vous l'ai dit. Vous ne nous avez pas encore tout montré. Ne nous faussez pas compagnie si tôt. Ne soyez pas méprisants. Je ne vous réclame pas l'aumône. Si, vous alliez me la faire. Là, votre main, sur votre gousset. Vous êtes un livre, ne me forcez pas à me répéter sans cesse. Je ne prendrai nul argent que vous n'ayez acheté la bague. Vous ne doutez pas qu'elle ait appartenu au lieutenant, au moins. Ni que la fille la lui avait donnée. Vous doutez de tout, alors. Sauf des honneurs, peut-être. Réjouissez-vous. On vous en rendra de grands à vos funérailles. Le moment ne tient qu'à vous, comme cette bague tient dans ma main. Mais j'en ai assez. Je vous la laisse. Pour rien. Pour savoir ce que vous en ferez. Parce que le lieutenant vous aimait bien, ou par lassitude. Je suis là, monsieur. La mort me fatigue. Elle est suffisamment lourde à porter pour ne plus me charger de celle des autres. Il fait trop chaud pour ça. Et puisque décidément vous doutez, doutez donc de ce que je vous ai raconté. Je vais partir. Vous n'entendrez plus parler de moi. Oubliez mon existence. Au vrai, je n'existe pas. Je suis mort, monsieur. À la Rolande, sous les balles prussiennes. À Paris, sous celles des Versaillais. Sur la terre d'Afrique, ou bien plutôt encore et plus loin. Quelle importance. Je n'aurais été qu'un auxiliaire de l'Ankou. Sa charrette est trop chargée, elle exige des petites mains. J'en suis une. Façon de parler. Mais pour cette besogne, les miennes inspirent confiance. Je fais avec. Faisais serait plus approprié, parce que, voyez-vous, le lieutenant Basile a été le mort de trop. Le pire est que celui-ci, je n'y étais pour rien. Il me plaisait. Avec sa gueule de Jésus superbe, avec ses cheveux bouclés, sa barbe légère, ses yeux noirs d'une douceur hautaine. Morbleu, combien de fois devrais-je vous dire que je vous ai lu? N'est-ce pas de vous? Si. N'est-ce pas dans le rêve? Si. Que voulez-vous de plus? Il me bottait, moi, mon petit officier, avec les couleurs dans sa tête et la lumière qu'il capturait. Sur la cordillère des Andes, on tend des filets pour attraper le brouillard. Il s'y prend et dépose des gouttelettes que l'œil n'aurait vues. Sur les hauts plateaux, elles sont précieuses. Le lieutenant faisait de même. La lumière, il la saisissait au vol pour la poser sur ses toiles. Le voir partir m'a dégoûté de ce damné boulot. Je l'ai compris devant son tableau.
Petite main de l'Ankou, merci. Je n'ai récolté que du cal aux paumes et du lourd au cœur. Je rends mon tablier. Pour vous en convaincre, je vous abandonne la bague. Généralement, ce n'est pas bon signe, mais abracadabra, je change la donne comme vous bricolez le destin de vos créatures de papier. Je vous offre en prime de quoi vous défausser de la fatalité. J'ai mûri ça en cheminant. La route vous fait ruminer de ses pensées. Je vous les livre. Mon cher, vous possédez le don d'énerver. Je ne vous apprends rien et je ne parle pas pour moi. Déranger l'ordre des choses agace. Ces temps-ci, vous vous y employez avec un zèle déconcertant. Votre j'accuse, monsieur. Votre j'accuse où vous défendez ce Dreyfus. Chatouiller la grande muette est hardi. Elle se montre l'une de nos plus fidèles commanditaires. Avec elle, l'Ankou ne chôme pas. Alors, un de plus, un de moins, même vous, excusez du peu. Pensez si ça compte. Songez-y pendant qu'il en est temps. Je ne vous menace pas, vous m'avez mal compris. Je ne vous conseille rien. Surtout pas de changer, ce ne serait plus vous. Méfiez-vous simplement. Méfiez-vous. De tout, monsieur. De tout. Rappelez-vous ce que vous écriviez. Quand la terre claquera dans l'espace comme une noix sèche, nos œuvres n'ajouteront pas un atome à sa poussière. Je vais partir. Jeanne ne devrait plus tarder. Vaillante Jeanne. Ménagez-la, elle aussi. Elle n'est pas éternelle. Mais surtout, gardez-vous. Les Soudards et leurs amis ne manient pas que l'épée. Songez à Cyrano. Certains accidents n'ont rien de domestique. Adieu, monsieur. Qui sait? Peut-être n'aurais-je été que le personnage d'un de vos futurs romans? Faites en sorte d'en pouvoir écrire d'autres. Le 29 septembre 1902, de retour à son domicile parisien après 3 ans d'exil, Émile Zola était trouvé mourant, intoxiqué par l'oxyde de carbone que dégageait sa cheminée bouchée. La police conclut à un accident, mais ses circonstances ne furent jamais éclaircies. L'enquête et ses conclusions sont aujourd'hui encore sujettes à caution. Le médecin qui recueillit les derniers mots de l'écrivain ne put les rapporter avec précision. Il déclara avoir entendu la blague ou la bague. On ne retrouva jamais la nouvelle, intitulée Le Visiteur, que Zola, au dire de sa cuisinière, aurait commencé quelques jours avant sa mort. Personne d'autre que Jeanne ne semble en avoir eu connaissance. Réunion de famille, le tableau de Frédéric Basile est exposé au musée d'Orsay. C'était Dernier été de Patrick Péchereau avec
Bernard Bouillon, Le Visiteur. Daniel Krellenstein, Émile Zola. Et la voix de Sophie Lemp. Assistance technique et montage, Julie Garot. Prise de son et mixage, Claude Niort. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Retrouvez bientôt en librairie la collection des petits polars du monde avec SNCF.